merci d'avoir pensé à la COS M23 pour cet entretien. Je profite de l'occasion pour dire mes salutations à l'ensemble du personnel de Dakar 7 et encourager effectivement le travail qui est en train de se faire à votre niveau. Alors, l'appel du ministre de l'Intérieur, nouvellement nommé par le président de la République, fait une suite logique par rapport à une démarche de dialogue, effectivement, pour recadrer les débats entre le pouvoir et l'opposition. C'est une tradition, un appel traditionnel qui a été fait, répété, révoqué par le président de la République à plusieurs occasions pour peut-être manifester une volonté d'asseoir une dynamique, en tout cas stabilisée, dans les rapports entre les différents acteurs, à savoir l'opposition et le pouvoir. Des rapports qui ont été heurtés par, en tout cas, beaucoup de conflits, essentiellement portant sur le processus électoral. Nous avons été témoins d'une certaine situation, en tout cas beaucoup d'incohérences qui ont accompagné en tout cas la gestion de ce fichier, qui a valu effectivement aux Sénégalais, n'est-ce pas, la violation de droit au vote pour plus d'1 million de Sénégalais. Alors c'est bien que cette rencontre se tienne pour que les partis opposés, le pouvoir et l'opposition, la société civile aussi, puissent discuter effectivement des tenants et des aboutissants sur des questions qui pourraient intéresser, en tout cas qui interpellent l'ensemble des Sénégalais. Oui, en fait, c'est-à-dire se faire d'abord une idée de la démarche du pouvoir en place sous la coupole du président de la République. On se rappelle bien de l'appel au dialogue en 2016 qui devait se faire avant effectivement la tenue du référendum pour consultation. Le président de la République a préféré appeler au dialogue après avoir posé des actes forts qui impactaient sur le vécu des Sénégalais et qui a amené beaucoup d'incompréhension. C'était une démarche illogique. Après, en tout cas, ce que c'est suivi en termes de décision, de contestation, on a vu que c'était plus un subterfuge, pour ne pas dire un bluff, qu'un appel franchement, un appel sincère portant effectivement sur la résolution des problématiques vécues par les différentes franges. Alors, ce qui était valable pour cet appel est aussi valable pour ce récent appel du président de la République. Il y a un agenda qu'on estime caché dans cette dynamique de dialoguer. C'est pourquoi la COS M23 prendra sur elle de faire une sortie pour recadrer effectivement les différents acteurs. Nous ne voudrions pas d'un deal dans ce dialogue-là, des règlements de compte crypto-personnels et partisans sur le dos des populations. Nous dirons non. Nous ne voudrions pas aussi que tout se focalise autour du fichier. Il y a des problématiques très sérieuses qui nous ont valu beaucoup de combats, beaucoup de sacrifices. En tout cas, les gens sont investis avec beaucoup d'énergie sur les problématiques de séparation de pouvoir, les problématiques de la justice sénégalaise. Moi, je pense qu'il ne faudra pas accepter qu'un groupe, quand même, discute sur le dos des Sénégalais tout en excluant les fondamentaux qui devaient être le préalable de ce dialogue-là. On ne voudrait pas que ça soit un bluff comme en 2016, mais on ne voudrait pas aussi que ça soit un deal entre des partis pour solder des comptes ou bien régler des problèmes crypto-personnels et partisans. Nous dirons non. Oui, en fait, nous, on l'a suivi depuis longtemps, ce problème-là, entre effectivement le groupe Yavuz Selim et je peux dire l'État du Sénégal, qui est le prolongement de la volonté de l'État turc. Il ne faut pas ignorer, en tout cas, ou bien ne pas oublier que c'est une suite à des problèmes internes à la Turquie. Récemment, lors d'un coup d'État avorté, n'est-ce pas, le président turc Erdogan a pris des décisions majeures allant dans le sens quand même de restreindre certains droits, certaines libertés pour prendre en charge en tout cas des préoccupations qui engagent la République de la Turquie. Maintenant, c'est un peu difficile pour l'État du Sénégal. La problématique de l'indépendance se repose pour un pays partenaire avec qui on collabore sur des centaines de milliards. Moi, en tout cas, à un niveau plus élevé, je comprends le comportement
du gouvernement quand on dit que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Maintenant, on le constate, certes, mais on ne peut pas manquer de porter le combat du respect des principes, n'est-ce pas, pour défendre en tout cas le groupe Yavuz Selim. Oui, en fait, c'est vrai, c'est un conflit. L'État du Sénégal a pris une décision pour peut-être amortir et puis gérer la situation. De toute façon, l'État a la priorité de le faire. Ce que nous pouvons prôner, c'est que le dialogue puisse continuer, que le combat continue, pour qu'on puisse voir quel sera l'aboutissement de cette situation. Mais c'est très difficile. Oui, bon, en fait, le cas Khalifa Sall, malgré une certaine dimension principielle, nous restons convaincus au niveau de la COS M23 que c'est un dossier politique. Parce que pour le parallélisme des formes et le respect du principe égalitaire devant la justice, l'IGE a fait plusieurs rapports. Vu sous cet angle, l'IGE a fait un rapport sur Samuel Sarr, portant en tout cas sur une somme de 10 milliards quand il était ministre de l'énergie. Un rapport qui fait des recommandations pour une ouverture d'une instruction judiciaire contre M. Samuel Sarr et le directeur de la SAR qui était là au temps. C'est des dossiers qui sont sur la table du président de la République. Nous avons vu que toujours dans cette dimension, on a évoqué plus de 300 milliards dans le cas du pétrole, la cession de parts au niveau de Timis et autres, impliquant le frère du président de la République. On a vu que le procureur ne s'est pas autosaisi parce que c'est une forte somme. En tout cas, c'est une spéculation financière et que tout simplement, le procureur de la République devait s'autosaisir pour quand même éclairer les Sénégalais. Alors, si on fait la comparaison de ces dossiers, un dossier de 1,5 milliard, 1,8 milliard, un dossier, en tout cas une problématique de 300 milliards impliquant le frère du président de la République, on voit 10 milliards impliquant M. Samuel Sarr qui aujourd'hui qu'on voit côtoyer le président de la République. On se fait une idée claire que la justice sénégalaise est sélective. On n'entre pas dans la dimension de culpabilité ou non de M. Khalifa Sall parce que par principe, il est dans une dimension d'une présomption d'innocence en attendant que la justice se prononce. Donc qu'il soit coupable ou pas, nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Mais le respect des formes, la dimension d'égalité devant la justice, le fonctionnement objectif effectivement de nos institutions judiciaires pose problème. Ça nous fait croire qu'effectivement c'est un dossier politique parce que tout simplement M. Khalifa Sall est dans de bonnes dispositions pour en tout cas disputer la magistrature suprême au président de la République actuellement et que 2019 n'est pas loin. Oui, en fait c'est un débat intéressant, un débat technique. Et ce qui est dommage dans dans tous les conflits relatifs en tout cas à la dimension juridique, nous voyons qu'il y a toujours une contradiction dans les positions. Alors nous qui ne sommes pas des spécialistes en la matière, nous sommes obligés de faire des enquêtes, de faire des comparaisons pour voir vraiment nous faire des idées précises. Et là c'est un peu difficile parce que c'est les techniciens qui parlent et qui disent des choses vraiment opposées. Alors là nous sommes obligés de recourir à une dimension très simpliste. Effectivement, quand on parle d'immunité parlementaire, c'est pour un député déjà élu. C'est la compréhension primaire, vraiment élémentaire que j'ai de la chose. Quand on dit que tel bénéficie d'une immunité parlementaire, c'est qu'il est déjà député lorsqu'il commettait, en tout cas, les délits pour lesquels il est incriminé. Alors, on prend un cas d'école, on a vu un Barthélémy Diaz, n'est-ce pas, sur une liste électorale en 2012, alors qu'il était en prison, n'est-ce pas? Et puis, il a continué à être en prison, et puis il a rejoint, effectivement, l'hémicycle. Mais pendant qu'il était en prison, les gens n'ont pas évoqué cette dimension d'immunité parlementaire parce que lorsqu'il a été incriminé, il n'était pas encore député. Et moi, je pense que ça doit prévaloir pour le cas Khalifa. Oui, mais en fait, pour ceux qui lisent, ceux qui font du Prince, l'ouvrage Le Prince, ceux qui en font un livre de chevet, la morale n'a pas sa place dans cet espace, n'est-ce pas? Et nous sommes en face de gens qui pensent que les vertus, en tout cas de principe, c'est de s'inspirer effectivement de
de ces modèles, c'est des paradigmes pour quand même exercer le pouvoir. Et c'est le cas du pouvoir en face, en tout cas en place. Ces dimensions de morale, d'éthique, nous en parlons tous les jours, mais nous voyons que dans la pratique, depuis que le président de la République, et bien avant lui-même, on était sous le magistère de M. Abdoulaye Wade, nous sommes aujourd'hui sous le magistère de Macky Sall. Qu'est-ce qui, en termes de gestion des ressources publiques, en termes de gouvernance, qu'est-ce qu'ils ont fait qui nous rapproche de la morale ou bien de l'éthique? Ça ne doit pas surprendre. Moi, je pense que ça relance le débat, effectivement, d'un certain titre de la Constitution qui confère au président de la République ses pleins pouvoirs de nommer qui il veut, où il veut, quand il veut. Ça, c'est une disposition légale. Il ne viole pas la loi ce faisant. Maintenant, on peut l'attaquer sur le plan moral, éthique. C'est une bonne chose pour nous, quand même. Pour nous, en tout cas, qui accordons de l'importance à cette dimension de la chose humaine, de la gestion de la chose publique. Mais pour un Macky Sall qui est en quête d'un deuxième mandat, qui n'a pas hésité à mettre un Khalifa Sall en prison, mais c'est tout évident qu'il prenne toutes les dispositions pour renforcer ses camps. Maintenant, le débat que ça pose et qui est intéressant, quelle est la réaction? En tout cas, quelle est l'opinion de tous ces prétendants-là qui voudraient demain se retrouver à la place de Macky Sall, disposant de cette prérogative de nomination à tous les postes civils et militaires, disposant effectivement de cette caisse noire pour donner à Mamadou Ndoye 4 millions sur la base de ces prérogatives. C'est une problématique qui se pose et qui va au-delà de l'éthique et de la morale, mais d'un système de gouvernance qui est là, qui fait l'affaire effectivement du président de la République et de son environnement immédiat, n'est-ce pas, qui ne fait pas l'affaire effectivement des citoyens que nous sommes. On voit nos ressources dilapidées. Nous sommes dans une malgouvernance absolue. Il y a un manque de transparence absolue. Nous sommes dans la manipulation de nos institutions. Et tout simplement parce que c'est permis par les dispositions. Il faut se référer à la Constitution de 1963, depuis le conflit entre Mamadou Dia et Senghor, allant jusqu'à Diouf. Wade, quand il est venu, il a fait usage de ces dispositions pour asseoir effectivement son dictat. Aujourd'hui, Macky Sall, en tout cas, fait fi de tous les principes d'éthique et de morale pour dérouler, et c'est très normal.